Bonjour et bienvenue dans ce deuxième Smart Meeting de la journée consacré à l'intelligence économique. Le moteur d'innovation et levier de croissance pour nos Smart Territories. Donc il s'agit d'éluder aujourd'hui, de savoir comment mettre l'intelligence économique à profit des territoires pour en faire un outil au service du bien commun. Juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? Elle se fonde sur 3 piliers. C'est la collecte des données, la protection de ses propres informations et l'influence. Donc parfois le lobbying, ces choses comme ça. Donc on va discuter avec nos intervenants aujourd'hui et voir comment cette intelligence économique peut être mise au service de nos territoires. Et pour en discuter aujourd'hui, on accueille Benjamin Billon, que je cache, pardonnez-moi. Donc Benjamin qui est depuis 12 ans chez Digitech. Il est en charge de l'accompagnement client dans la dématérialisation et l'optimisation des processus documentaires, avec une expertise sur le secteur public et privé. Et il est également en charge des relations avec les partenaires, distributeurs et intégrateurs de solutions de Digitech. Valérie Morigna, originaire de Nouvelle-Calédonie, docteur de l'Université Paris 1 et certifiée par le MIT en intelligence artificielle, machine learning et stratégie des affaires. Elle est également maître de conférences en cinéma et art numérique en disponibilité de l'Université de Montpellier 3. Elle travaille à San Francisco, où elle est CEO de la société de conseil Intelligent Story, société de conseil en IA et design pour les technologies émergentes. Et elle conseille également les dirigeants d'entreprises et les agences gouvernementales en matière d'économie numérique, de développement innovant des territoires, ce dont on va parler aujourd'hui, de transformation digitale et de stratégie et d'éthique de l'intelligence artificielle. On accueille également Gaël Musquet. Pour ceux qui sont restés, vous l'avez peut-être vu précédemment dans la keynote qu'il a tenue avec Simplon. Gaël Musquet est un activiste, un hacker, un activiste guadeloupéen engagé dans la prévention des risques majeurs. Il est le fondateur de l'ONG de prévention des crises AND, Hacker Against Natural Disasters. Et il fédère des citoyens technophiles pour la prévention des catastrophes naturelles. Il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite cette année. Bravo. Et il accompagne quotidiennement institutions et entreprises dans l'amélioration des systèmes d'alerte des populations grâce aux logiciels et aux données libres. On a avec nous aussi Pierre-Emmanuel Louvet, qui a pris 8 années de conseil chez Accenture et Atos Consulting dans les secteurs des télécoms et des utilities. Il a rejoint Suez Smart Solutions en 2011, la filiale digitale du groupe Suez. Il est en charge aujourd'hui du développement commercial des activités digitales du groupe en Europe centrale, en Belgique et dans les Outre-mer. Et avec nous, le local de la bande, Jean-Pierre Claude. Jean-Pierre Claude qui est le responsable de la sécurité du système d'information d'Air Tahiti Nui, diplômé d'un master en architecture des systèmes d'information. Il a commencé sa carrière chez Total, puis comme sous-traitant chez Airbus en tant qu'ingénieur de sécurité. Il est passionné par les problématiques liées à la cybersécurité, ce qui l'a amené depuis 2018 à présider l'association Clusir Tahiti, qui vise à favoriser les échanges entre professionnels de l'information, professionnels de la sécurité des systèmes d'information. Beau panel. Alors on va commencer avec toi, Valérie. Quelle chance j'ai. Est-ce que l'intelligence économique est mise au service du développement des territoires aujourd'hui? Comment est-ce que tu as des exemples à nous citer? Oui, alors l'intelligence économique, c'est évidemment un moyen d'accomplir ce que le philosophe Auguste Comte souhaitait, à savoir que savoir, c'est prévoir pour pouvoir. L'intelligence économique, ça permet effectivement d'aller recueillir une information qui va permettre à une entreprise ou à une organisation de prendre des décisions stratégiques. C'est-à-dire de prendre des décisions aujourd'hui avec l'IA qui sont basées sur des données et pas juste sur des intuitions, des préjugés. Il ne s'agit pas de marketing. Du passé. Non, alors il ne s'agit pas de marketing, mais en revanche, c'est quand même une terminologie qui vient du domaine de l'entreprise et en particulier l'intelligence économique, elle a toujours été considérée comme un outil de compétition
compétitivité. Savoir ce que font nos voisins, ça permet bien évidemment d'anticiper le risque que l'on prend si on n'essaie pas d'entrer dans le jeu de la compétition. Ça permet d'anticiper aussi les risques d'espionnage industriel. Ça permet d'anticiper tout un ensemble de risques auxquels sont confrontées toutes les organisations. Alors moi, ce qui m'intéresse dans les outils de l'intelligence économique aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux m'en servir pour prendre en charge un problème qui est un problème qui nous concerne tous. D'ici 2050, il nous faudra 2,5 planètes pour pouvoir survivre sur la Terre. Avec l'extinction galopante des ressources et l'augmentation des problèmes liés au réchauffement climatique, il y aura tout un ensemble de problèmes aussi géopolitiques que tous les pays auxquels vont devoir faire face l'ensemble des pays. Et si ces pays n'ont pas collecté les bonnes informations, eh bien, ces pays ne seront pas prêts. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser l'intelligence économique pour non pas simplement agir comme si on était systématiquement une entreprise essayant de gagner de nouvelles parts de marché, mais comment est-ce qu'on pouvait se servir de l'intelligence économique si on essayait d'utiliser l'intelligence économique pour éteindre le feu qui est en train de consommer aujourd'hui l'entreprise Terre, qui est quand même un sujet qui devrait absolument tous nous concerner. Donc moi j'ai choisi d'utiliser cette tribune pour parler du réchauffement climatique et je vais le faire à travers l'intelligence économique et l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence économique, c'est un moyen d'utiliser les outils de la veille stratégique pour, comme je l'ai dit, rechercher de l'information sur ce que font les compétiteurs, mais rechercher aussi, au niveau des territoires, quelles sont les activités humaines, quelles sont celles qui rapportent le plus de prospérité à notre territoire, quelles sont aussi les atteintes portées à l'environnement sur notre territoire. Donc l'intelligence économique, elle va regarder comment les choses se sont passées jusqu'à présent pour pouvoir prendre de meilleures décisions demain. Mais l'intelligence artificielle, qui est la nouvelle phase de l'intelligence économique, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle permet d'avoir des souvenirs du futur. Et qui n'aimerait pas avoir des souvenirs du futur, n'est-ce pas, pour justement, au lieu d'essayer d'éteindre le feu de la planète Terre, eh bien avoir anticipé avec suffisamment d'avance le fait qu'éventuellement quelque chose allait commencer à s'embraser. Eh bien l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle permet de faire. L'intelligence artificielle, elle permet de faire de la prédiction, c'est-à-dire d'aller à partir des données, créer des modèles qui vont permettre de prédire, par exemple, c'est un exemple que j'ai donné hier, où des braconniers vont passer à travers la jungle pour pouvoir atteindre des éléphants dans un espace protégé. Elle peut permettre aussi, l'intelligence artificielle, de pouvoir repérer où s'opèrent les opérations de pêche illégale. 20% du poisson qui est consommé dans le monde, je n'en mange pas parce que je suis végane, j'essaye d'être à 100% contre le réchauffement climatique. Le poisson, 20% du poisson qui est consommé dans le monde provient de la pêche illégale. Donc évidemment, dans un archipel comme la Polynésie, c'est un problème qui a des conséquences vraiment très très importantes, surtout quand on connaît les problèmes de la surpêche. Associé aussi à l'acidification des océans et donc à l'appauvrissement des ressources. Donc il existe des outils que les collectivités et que les entreprises peuvent utiliser, qui sont vraiment à la convergence de ce que l'on a fait jusqu'à présent en intelligence économique, à savoir lire énormément de documents qui permettent de comprendre ce que fait la concurrence, où se trouvent les ressources, comment les ressources sont utilisées, comment anticiper les risques. Donc combiner ça avec l'intelligence artificielle qui, elle, va pouvoir vous permettre de prédire où vont se trouver les risques demain, mais surtout de les anticiper. Parce que l'intelligence artificielle, elle permet aussi d'automatiser des mécanismes qui vont arrêter les départs de feu, par exemple. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui se fait en termes de collecte d'informations. Et ces initiatives sont cofinancées par des organismes comme la Banque mondiale, par exemple, qui soutient des organisations loi 1901 et qui apportent aussi des financements supplémentaires alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a quelque chose qui a été fait dans le Zanzibar et qui a été reproduit aux Seychelles et qui a consisté à récolter
toutes les images géosatellites qui avaient été faites du territoire pour pouvoir détecter à l'avance les zones qui seraient celles qui seraient le plus exposées aux accidents, aux catastrophes naturelles et qui mettraient le plus en danger les populations. Donc on utilise ici des technologies de capture d'images que l'on va associer à des algorithmes d'apprentissage automatique, le machine learning, et qui vont permettre de prédire que telle ou telle zone, par exemple, eh bien, va entraîner des dégradations, va être assujetti à des dégradations écologiques telles, en cas de cyclone ou en cas de sécheresse ou en cas d'inondation, eh bien, qui risquent d'entraîner des pertes humaines très importantes ou qui risquent de diminuer les capacités, par exemple, des fermiers ou les capacités des gens qui ont développé un certain nombre de petits commerces dans certaines zones. Donc, en récoltant de l'information qui, a priori, est de l'information juste géosatellitaire, hein, de la photographie de territoire, grâce au machine learning, on peut en réalité faire une sorte d'étude d'impact sur le futur, où on peut déterminer où vont se situer les catastrophes et prendre des décisions stratégiques qui vont permettre en amont de mettre en place des solutions de résilience avant même que les catastrophes ne se produisent. Et je voulais juste conclure cette réponse ici en indiquant un phénomène assez marquant. Depuis 5 ans, il y a une multiplication par 2 du nombre de catastrophes naturelles. Et cela va aller malheureusement en augmentant avec le réchauffement climatique. Et c'est bien pourquoi les organisations ont tout intérêt à utiliser tous les outils stratégiques en termes de collecte et d'analyse d'informations pour pouvoir anticiper les risques et accompagner au mieux les populations et prendre des décisions intelligentes dans l'usage qui est fait de nos technologies. Tu me fais une bonne transition avec Benjamin parce que justement, cette collecte d'informations, comment elle s'effectue aujourd'hui? Quels sont les outils dont doivent s'équiper par exemple les collectivités pour parvenir à structurer ces informations sur leur environnement? Est-ce qu'il existe un outil d'intelligence économique? Alors, déjà, c'est vrai qu'au niveau de la captation de l'information, de capter de l'information, c'est très bien. De la rendre intelligible et traitable, en tout cas, c'est mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine expertise au niveau des collectivités locales. Hein. On est surtout spécialisé, nous, sur la partie secteur public. Et donc, on va permettre à nos clients et partenaires de pouvoir capter de l'information qui vient du terrain, directement depuis le citoyen, mais aussi depuis tout ce qui va être la sphère de l'Internet of Things, justement. En effet, tu en parlais. Donc, les objets qui vont pouvoir capter de l'information un petit peu de partout sur le terrain. Alors, aujourd'hui, les téléphones sont dotés d'un ensemble de capteurs qu'on pourrait exploiter. Demain, les véhicules autonomes. Là, sur les stands, il y a pas mal de personnes qui exposent et qui, justement, proposent certains outils ou certains matériels qui peuvent capter aussi de l'information directement sur le territoire. Et une fois qu'on capte cette information, il va falloir la traiter. Et c'est là où on a quelqu'un derrière qui va devoir donner de la valeur à la donnée. Alors ça s'entend sur certains flux d'informations, comme par exemple de la déclaration d'incidents par des citoyens qui peuvent directement prendre en photo quelque chose qui ne va pas, le remonter au niveau d'une plateforme qui va centraliser l'information, la qualifier. Mais un des gros flux d'informations dans les collectivités locales, c'est les réseaux sociaux, par exemple. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un flux d'informations énorme. On discutait encore avec la mairie de Faha hier qui nous disait qu'ils avaient plus de demandes maintenant par les réseaux sociaux que par le flux standard de l'accueil ou du courrier. Et justement, pour les réseaux sociaux, c'est là tout l'intérêt des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir essayer d'exploiter l'information qu'il y a dans du texte, dans de l'image, de la vidéo. Et derrière, pour dire, attention, alerte, là, il y a tel incident qui arrive, il y a tel problème qui s'approche, etc., pour pouvoir derrière déclencher une action par les services compétents. Par exemple, la ville de Saint-Étienne, alors eux, c'est pas de l'IA qu'ils ont fait sur de la vidéo, c'est sur de l'audio. Ils ont placé des micros dans un quartier un petit peu sensible. Et derrière, il y a tout un logiciel qui capte les sons, qui arrive à identifier les sons de coups de feu, de cris, des choses comme ça, tout en mettant de côté les conversations entre personnes, par exemple, et les bruits de fond, et donc derrière de pouvoir déclencher une action. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, on se penche à notre niveau sur l'intelligence artificielle, dans le sens où
on se rend compte aussi, et peut-être qu'ici en Polynésie c'est vrai aussi, un des flux importants reste le papier, malgré tout, puisque peut-être qu'une certaine frange de la population n'a pas accès à Internet ou n'est pas familière avec Internet. Et là aussi, le souci, c'est de structurer l'information. Quand on a un papier qui est remis, un courrier qui est envoyé, il va falloir le numériser et mettre en œuvre des technologies justement qui permettent d'extraire de la donnée, de la qualifier et de la rendre intelligible. Et ça, après, justement, c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a capté l'information et qu'on l'a rendue intelligente, en tout cas exploitable, on va pouvoir proposer des outils qui confrontent les données issues du terrain avec celles aussi qui sont issues des outils métiers d'une collectivité. Une collectivité gère énormément de métiers, on ne se rend pas compte, mais moi quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, on se dit oui c'est vrai, c'est une énorme entreprise finalement, la collectivité, qui gère un nombre de personnes étonnantes avec de très très nombreux métiers qui eux-mêmes produisent de la donnée de gestion financière, RH, urbanisme, risque, police, cimetière, état civil, acte administratif, enfin, il y en a plein. Et le but, en fait, c'est qu'à un moment donné, toutes les données produites par ces outils-là, confrontées aux données qui remontent du terrain, on va essayer de les mettre en correspondance pour faire sortir quelque chose et permettre aux décideurs de prendre justement les décisions au bon moment, en connaissance de cause. Voilà, donc c'est en faveur d'un meilleur développement de leur territoire. Exactement, que ce soit et aussi de la vie des administrés et donc du territoire, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est en ça que... alors des outils, il en existe beaucoup. Nous, on en utilise certains, on en développe d'autres. Je pense qu'on peut aller plus loin. Aujourd'hui, on permet sur des demandes entrantes très diverses et variées de synthétiser une demande, d'en extraire le contenu parlant qui va permettre du coup de proposer une réponse par défaut et qui, elle aussi, va être confrontée aux autres réponses qui ont été prises par le passé. Alors, on ne parle pas encore d'intelligence artificielle. À notre niveau, on est plus sur du data mining, la collection et du traitement de la donnée. Mais ce sont des choses sur lesquelles on se penche. Il y a quand même de l'IA dans l'analyse du langage que tu as mentionné tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on va intégrer certains algorithmes qui... mais là où je ne parle pas d'IA, c'est que l'outil, à la fin, l'homme a toujours la décision finale, en fait, malgré tout. Mais partout dans l'IA, l'homme a toujours la décision finale pour l'instant. Alors en fait, les outils ne sont pas si mal parce qu'ils arrivent quand même à capter, tiens, ça c'est une demande de telle typologie, qui confronté à telle information devrait orienter une réponse plutôt comme ça, etc. Mais c'est vrai, alors est-ce que c'est un problème de confiance ou Alors après, c'est pas l'outil qui va faire la politique publique. Non, il faut quand même une stratégie et une vision, j'imagine, à long terme pour développer son territoire. Les outils vont uniquement être des moyens de mise en œuvre. Mais... je vais juste parler 2 secondes parce que je suis vraiment intéressée par tout ce que tu viens de dire. Il y a une complémentarité qui est très grande parce que tu as évoqué donc, toute la collecte de données et la variété de ces données. Une chose que je voudrais mentionner, c'est qu'aujourd'hui, la grande tendance, quand on regarde la manière dont les gouvernements traitent leurs données, la grande tendance, c'est à l'ouverture en fait, de ces données. Les gouvernements, les territorialités vont partager de plus en plus leurs données. Elles sont incitées à les partager, à les mettre en open source, parce que plus on fait ça, et plus on se positionne en coopération avec les pays environnants, plus on améliore aussi les outils de l'intelligence artificielle. Plus on a de données, plus les prédictions sont justes, plus on protège ses propres territoires face aux activités illégales et face aux catastrophes naturelles. Donc, la plupart du temps, la gouvernance publique n'est pas consciente de l'énorme volume de données et elle ne sait pas quoi en faire. Elle conserve toutes ces données-là, mais pour des analystes et pour les nouveaux systèmes que l'on a en IA, ce sont des ressources exceptionnelles pour pouvoir faire des prédictions sur l'avenir, parfois avec des taux de précision de plus de 95%. Alors, c'est vrai que nous, on travaille pas mal avec nos collectivités à les aider à produire de l'open data, parce que nous-mêmes, nos solutions produisent aussi, bien sûr, de la donnée. Et à un moment donné, c'est exactement ça, c'est rendre cette donnée publique pour qu'elle soit exploitée par des acteurs locaux et justement qu'ils l'exploitent pour prendre les bonnes décisions sur le territoire, tout à fait. Et en parlant justement de data et de collecte de données, Pierre-Emmanuel, tu peux nous donner des exemples concrets d'amélioration, par exemple, de services publics, de collectivités ? Oui, voilà, je vais essayer de rentrer dans des choses assez concrètes, en fait, pour essayer d'améliorer
je dirais, l'impact environnemental des services publics. Et en fait, pour ça, pour pouvoir améliorer, il faut déjà mesurer. Et donc mesurer, ça veut dire instrumenter, ça veut dire avoir des systèmes de mesure qui permettent de mesurer la donnée, et ensuite il faut la collecter pour pouvoir la traiter et développer un certain nombre de services et l'exploiter derrière. Donc aujourd'hui, je pense que les technologies, elles sont déjà en place. C'est-à-dire qu'il y a déjà aujourd'hui beaucoup de réseaux de communication qui coexistent à l'échelle des territoires et des villes. Il y a des réseaux IoT, il y a des réseaux 2G, 3G, on parle de 4G, 5G qui vont arriver. Donc aujourd'hui, ces technologies-là, elles commencent à exister. Après, pour vraiment mesurer l'impact environnemental, il faut mesurer. Donc mesurer, ça veut dire il faut mettre parfois des compteurs, il faut parfois des outils de mesure, des capteurs, des compteurs, un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir traiter derrière. Donc pour parler de façon très concrète, nous chez Suez, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé en fait à la performance énergétique des bâtiments. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les bâtiments publics, dans certains cas, ce poste bâtiment public, il pèse pour 70% du budget énergie de certaines collectivités. Alors ici, en Polynésie française, vous n'avez pas le problème du chauffage qu'on peut avoir ailleurs. On a le problème de la clim. Il y a la climatisation. Voilà ce que j'allais dire avec la climatisation, donc, qui est une réalité ici. Et la climatisation couplée à un prix du kilowattheure qui est 2 à 3 fois supérieur à celui qui est pratiqué en métropole. Donc je pense que cette question de l'efficacité énergétique est une réalité ici. Et il y a des outils aujourd'hui qui permettent en tout cas de monitorer et surveiller ça à l'échelle d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé, nous, chez Suez, dans une offre qui s'appelle OnConnect Pro et qui permet de gérer en fait la dépense énergétique d'un bâtiment. Donc c'est une plateforme en fait centralisée, multifluide, multisite, dans laquelle on va récupérer les données de consommation d'eau, d'électricité, de gaz. Je pense pas tant que ça de consommation de gaz forcément en Polynésie. Enfin, il ne doit pas y avoir de réseau de distribution, mais il y a peut-être des bouteilles de gaz qui sont utilisées. Et aussi des capteurs environnementaux. C'est-à-dire qu'on a des capteurs de température, des capteurs de qualité de l'air qu'on peut remonter dans ces plateformes-là. Et ça va permettre aux gestionnaires d'avoir une photographie continue de ce qui se passe sur ces consommations et de commencer à rentrer dans des plans d'action pour pouvoir améliorer l'efficacité énergétique. Il y a des choses très simples, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre des écoulements permanents ou des fuites sur des fuites importantes d'eau potable. On peut avoir aussi on peut suivre la puissance qui est consommée, la puissance électrique consommée pour ajuster son contrat d'abonnement, parce que parfois ce qui se passe c'est que sur les sites il y a un petit peu de mouvement, donc il y avait un contrat qui avait été souscrit qui n'est pas forcément en phase avec la puissance nécessaire et qui est réellement consommée, et juste déjà en changeant de contrat d'abonnement, parfois on peut faire des économies importantes. Donc avec ces outils-là qui existent aujourd'hui, qui sont disponibles et qui permettent d'avoir des informations en continu sur les consommations, on peut réduire de façon assez significative les factures d'eau et d'énergie des bâtiments publics. Ça marche aussi pour les bâtiments privés, hein, c'est pas que pour les bâtiments publics, mais voilà. Donc là, ce sont des actions assez simples et concrètes qui permettent d'agir là-dessus. Un impact environnemental qui est positif et un impact également pour économique, hein, parce que l'argent qui n'a pas été dépensé, ou en tout cas qui a été économisé, va pouvoir être investi employé pour autre chose, à développer le territoire dans d'autres sujets. Voilà. Alors, je passe la parole à Gaël. Parce que toi, tu utilises également les nouvelles technologies, les data, etc., mais au service d'un autre type de prévention, celui des catastrophes naturelles, mais primordial pour le développement d'un territoire, d'un smart territories, qui plus est sur une île. On est soumis à des phénomènes climatiques bien plus souvent que sur des continents. Je te laisse développer, raconte-nous. Complètement, puis je rebondirai un peu sur vos différentes interventions. C'est super intéressant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et toutes ces années au service de l'Open Data, je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'écologie. J'étais dans le réseau scientifique et technique de ce ministère à Aix-en-Provence, et de Guerlas, je l'ai quitté et je suis en disponibilité parce que je n'arrivais pas forcément en interne à faire bouger certaines lignes. Le fait d'être insulaire, je le dis souvent lors de mes interventions dans l'outre-mer, c'est pas une tare. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une tare. On est confronté à la réalité en fait, du terrain et de ce que la planète va nous réserver. On parle beaucoup de faut sauver la planète, en fait il faut sauver l'espèce humaine. C'est surtout ça le problème. La planète elle se débrouille très bien sans nous.
Et c'est important effectivement de mesurer et de comprendre un peu ce qui se passe comme phénomène pour s'y adapter. Et dans le cadre des catastrophes naturelles, je fais un grand écart entre les catastrophes naturelles et les véhicules autonomes en Polynésie. Je collecte énormément de données, donc pour ceux qui ont assisté à ma conférence tout à l'heure ou ceux qui n'ont pas assisté à ma conférence tout à l'heure. Là, c'est une caméra 360 que je fixe sur mon véhicule de location. J'ai fait le tour de Moorea et de Tahiti. J'ai fait 95 000 photos, ça représente 215 gigaoctets de données sur 500 km roulés. Et ces photos vont être en ligne, digérées, et on va pouvoir, sur ces photos, identifier automatiquement 140 types d'objets. Des poteaux incendies, des plaques d'égout, des devantures, des arbres, des pylônes, des poteaux, des lignes électriques, et plein d'autres objets qui font vivre en fait cette île, ces îles. Et l'objectif derrière, avec toutes ces données, c'est que pour moi, en tant qu'hacker éthique dédié sur aux catastrophes naturelles, mon objectif principal, c'est que vous ayez des calculs d'itinéraire d'évacuation en cas de tsunami. Et qu'on fasse ça depuis Paris, depuis Nouméa, depuis la Normandie où j'habite, sans forcément avoir besoin de prendre Tahiti nuit 4 fois, puisque toutes ces données seront en ligne. Et donc, n'importe qui, tous les scientifiques pourront consulter ces images. Toi, tu es branché Open Data. Exactement. Parce que, au final, ce commun que l'on est en train de créer, commun donné, au final, sert l'intérêt général et permet de calculer, pour moi, c'est mon cheval de Troie, les itinéraires d'évacuation en cas de tsunami. Si ça ne servait qu'à ça, l'histoire serait déjà belle. Ça peut servir aussi au tourisme et ça peut servir aux véhicules autonomes. Alors, je reviens de Nouméa, j'y étais le mois dernier pour Diginova. Et j'expliquais à des personnes que j'ai rencontrées, mais j'ai ces réponses-là dans toutes les îles, hein, donc il n'y a aucun complexe à avoir. Les gens me disent, mais Gaël, les véhicules autonomes, c'est pas pour nous. Enfin, je dis, en fait, on est les territoires les plus vulnérables pratiquement de la planète. Pourquoi on devrait se contenter de la médiocrité? On devrait avoir les meilleures technologies. Techniquement, on est fragile, on devrait être les premiers sur la 5G. On devrait être les premiers sur l'utilisation des technospatiales. On devrait être les premiers sur le DAB+, qui est la future radio numérique terrestre. On devrait avoir techniquement les meilleures technologies parce qu'on est les plus fragiles. C'est ça en fait le sens de tout ça. Pourquoi on parlerait d'intelligence artificielle alors quand même on n'est même pas capable dans le calendrier technique de déploiement de ces technos-là de parler d'intelligence réelle déjà, de base. Et quand je parle de véhicules autonomes et qu'on me dit que c'est pas pour nous ultramarins, on pense d'abord à Paris, San Francisco, Dubaï, Abu Dhabi, non, je suis désolé. On parle de biais dans l'intelligence artificielle. Alors souvent on me dit oui, qui la voiture autonome va tuer. Mais en fait, le vrai problème qu'on a sur ces véhicules autonomes, pour ceux qui en ont conduit et qui travaillent, tout à l'heure tu as dit que c'est pour demain. Moi je roule en véhicule autonome de niveau 3. J'ai fait 10 000 km sur un véhicule que j'ai hacké, donc un Toyota CHR. Et ce véhicule il roule parce que dans sa colonne vertébrale, je lui ai branché un téléphone qui conduit à ma place. Donc je conduis sans les pieds, sans les mains. Sur les 10 000 km, il a roulé 8 000 km sans moi. Ce véhicule, il ne sait pas ce que c'est qu'une priorité à droite, il ne sait pas encore prendre un rond-point, il ne sait pas encore respecter un feu rouge, il ne sait pas encore respecter un passage et un franchissement de péage. Mais ça, c'est à peine 10 à 15% de la conduite. Le reste du temps, le véhicule, il se débrouille tout seul. Et pourquoi je fais le lien entre les catastrophes naturelles et les véhicules autonomes? Ces caméras que j'ai déployées sur ma voiture servent pour les tsunamis, mais serviront demain à faire rouler, dans quelques semaines, quelques mois, faire rouler des véhicules autonomes à Tahiti. Et pourquoi les Tahitiens doivent rouler dans des véhicules autonomes? Parce que les biais que l'on est en train de créer sur le véhicule autonome sont les mêmes biais que l'on crée en mettant du retard en Outre-mer sur le déploiement des nouvelles technologies. Quand un véhicule autonome aux États-Unis roule 11 millions de kilomètres, Waymo, chez Google, c'est 11 millions de kilomètres roulés. Quand les Chinois font 6 millions de kilomètres, ces véhicules apprennent à conduire sur des routes chinoises et des routes américaines. Ils ne savent pas conduire sur des routes européennes, et encore moins sur des routes insulaires. Donc si on veut, au niveau de l'humanité entière, réduire nos consommations énergétiques, avoir moins d'accidents de la route, oui, parce qu'in fine, il faut que la technologie ait un but. Hein. Toutes les technologies ne sont pas forcément bonnes à appliquer partout. Complètement. En l'occurrence, le véhicule autonome ici, réduction des accidents, peut-être partage des véhicules. On aurait peut-être besoin de moins de véhicules. Il rentrerait tout seul à la maison, il ferait le trajet. Et sur un sujet hyper simple, sur lequel toutes les intelligences artificielles se basent, on n'a pas de base de données adresse.
en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas une base de données dans laquelle on a tous les points d'adresse qui correspondent à une adresse littérale. Donc on peut bâtir toutes les intelligences artificielles que l'on veut. Si vous mettez 3 heures pour trouver ou livrer une pizza, ou faire atterrir, ou faire décoller, ou livrer quelque article que ce soit, vous pourrez bâtir toutes les stratégies que vous voulez d'économie d'énergie, vous aurez roulé pour rien. Et sur cette base saine d'intelligence réelle, que j'appelle de mes voeux, c'est des données de base propres, bien structurées, qu'il nous faut construire. Et les catastrophes naturelles sont une superbe opportunité, justement, pour que ces technos-là soient, in fine, utilisées pour le bien de l'humanité. J'adore tout ce que tu as dit. Et alors, je suis très contente, mais vraiment très, très contente que tu aies abordé le sujet des biais et que tu l'aies abordé à travers le risque d'exclusion qui existe à l'heure actuelle, parce que tu as tout à fait raison. Les voitures en Chine vont être entraînées pour des routes chinoises, les voitures à Google pour des routes à San Francisco, mais c'est la même chose pour toutes les technologies de l'intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, si elle est entraînée sur des datasets qui sont en majorité des datasets de personnes blanches, eh bien, ces logiciels, ces algorithmes vont ne pas reconnaître des personnes à la peau noire, ou alors si elles les reconnaissent, elles vont être incapables d'être précises et justes dans les déterminations, par exemple des expressions faciales. Donc il va y avoir de fausses prédictions sur l'état émotionnel de la personne. Des choses comme ça, c'est très grave quand on utilise ce type de technologie dans des processus de recrutement, par exemple. Donc là, on commet une deuxième discrimination à l'embauche, mais celle-là, elle est algorithmique. Et ça, c'est vrai de tout. Et finalement, c'est très important le message que tu viens de faire passer, parce que surtout ici, dans un milieu multiculturel comme celui-là, ou comme la Nouvelle-Calédonie dont je suis originaire, la représentation et la représentativité de la diversité ethnique, culturelle, même je dirais imaginative, elle est fondamentale dans les données. Et le grand risque de ces technologies-là, c'est que tout le monde ne participe pas. Et Tahiti doit participer, la Polynésie doit participer. Et plus vous collecterez de données, plus vous les partagerez, plus vous allez accéder à cette représentativité globale à laquelle on doit tous accéder. Justement, Jean-Claude, en parlant de Tahiti, Valérie. Jean-Pierre Claude, on a dû te le faire 5000 fois. Donc, Jean-Pierre, excuse-moi. Comment la Polynésie, justement, elle s'est équipée pour le développement économique et stratégique de son territoire ? Alors, il y a eu plusieurs initiatives, mais je ne les connais pas forcément toutes. Mais en ce moment, il y a quand même une vague un peu de fonds là, pour mettre de la modernité avec Smart Polynesia, qui est un plan d'action pour aider le développement de l'économie numérique. Et après, il y a quand même une activité associative qui est assez forte sur le territoire. Donc moi je peux en parler sur ma passion, en tout cas tout ce qui est cybersécurité. Donc on a une petite association où il y a une soixantaine de... Le Clusier. Le Clusier, voilà. Donc il y a toutes ces initiatives et le milieu associatif. Et j'aimerais apporter un autre éclairage par rapport à la discussion que l'on mène autour de l'intelligence économique. Donc il y a le fait de ne pas prendre de retard et de se mettre dans le mouvement, mais il y a aussi peut-être le fait d'être conscient du monde interconnecté dans lequel on est. Je ne sais pas si vous connaissez Shodan, par exemple. Si vous tapez Shodan sur Google, S-H-O-D-A-N, vous trouverez l'ensemble des webcams mal configurées ou laissées ouvertes sur Internet. Et vous trouverez en fait une quantité d'objets peu sécurisés qui sont en libre accès. Donc il y a cet aspect-là aussi que je voudrais interpeller un peu tout le monde. L'intelligence économique, c'est aussi faire attention et se protéger ces données. Le monde, le pétrole de ce siècle, on le dit souvent, c'est la donnée. Il faut être aussi conscient du monde dans lequel on est et mettre ce qu'il faut en place pour se protéger aussi d'Internet quelque part. Une petite expérience qu'on peut mener, si on met en place un équipement, qu'on le branche à Internet, sans sécurité, en moins d'1 minute, on peut être sûr qu'on a été scanné, que quelqu'un est venu nous interroger. Et bien sûr, si on ne l'a pas sécurisé, on a le risque de compromission. Alors, gros risque pour des collectivités, du coup. Là, on est sur
les pouvoirs publics. Voilà, alors ça ne s'oppose pas à l'open data, hein, c'est pas des choses qui s'opposent, hein, bien au contraire. C'est seulement que voilà, plus on produit de données, plus on en collecte, plus on a une responsabilité pour les sécuriser, bien sûr. Voilà, donc c'est l'éclairage que je peux amener par rapport à ce sujet. Gaël, Dans le grand prolongement de ce hacker. que tu dis, quand tu parles de collectivités, on a des collectivités à l'étranger, en France, qui ont été victimes de crypto-lockers. Et à Nouméa, à Diginova, c'était un des sujets. Comment est-ce qu'on paye une rançon? Qu'en gros, vous avez des machines, un réseau qui est complètement chiffré, et le pirate demande une rançon pour que vous puissiez récupérer l'usage de vos données. Fleury Michon, je crois, a été victime de cette crise-là il n'y a pas longtemps. Et donc l'idée, c'est d'avoir effectivement sur nos territoires insulaires, et pas forcément dépendre de Paris sur ces sujets-là, mais d'avoir des associations comme le CLUSIA qui soient présentes sur place et capables d'alerter, de sensibiliser, de former et d'informer à ce risque-là, qui est aussi un risque aujourd'hui. Le risque n'est pas forcément que réel et naturel et technologique, il est aussi virtuel. Et l'intérêt des associations comme le CLUSIA, c'est ça, c'est que dans nos territoires, on puisse disposer de ces compétences. Voilà, sur ces sujets-là aussi, il ne faut pas prendre de retard en fait, parce que si on en prend, malheureusement, on le subit de plein fouet, quoi. Et on l'a vu là sur les dernières années, arnaque au président, crypto-locker, on a même eu un petit hacker qui a fait tomber l'OPT l'année dernière. Donc voilà, on a des incidents et on doit se tenir prêt et être Est-ce que les territoires insulaires sont des cibles un peu faciles justement pour ce genre de... Plus fragiles, ouais. Ouais. C'est des cibles d'entraînement. C'est des discussions qu'on a avec un ami commun. Les petites compagnies aériennes, les petits États sont des pots de miel en fait, dans lesquels certaines personnes vont s'entraîner pour ensuite attaquer des compagnies plus importantes qui, elles, sont interconnectées aussi, parce qu'on fait partie d'un système, on est tous interconnectés. Et l'approche insulaire, elle est extrêmement belle pour ça, parce qu'on a des petits laboratoires sur lesquels on peut expérimenter et commencer à se protéger. Voilà, je pourrais parler par exemple d'une initiative qu'on a eue aussi localement. On a fait un exercice de gestion de crise qui s'appelait Cyberfénois, avec le Haut Commissariat ici. Et donc on s'est mis autour d'une table et on a joué un rôle, donc une gestion de crise sur table, avec donc des événements qui étaient injectés toutes les 20 minutes à peu près. Et on devait donc dire sur table à peu près comment on réagissait. Il y avait autour de la table à peu près toutes les banques, l'OPT, Vini, etc. Donc tous les gros acteurs économiques. Ça nous a permis de voir notre dépendance et nos interdépendances en fait par rapport à l'outil numérique et comment on réagirait s'il y avait un gros blackout Internet et une pandémie virale majeure. Intéressant, ça rejoint un petit peu le sujet du débat précédent avec ta keynote, Gaël. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hacker, on n'a que la partie négative qui est souvent médiatisée. Un hacker, c'est quelqu'un qui doute. J'aime beaucoup la définition de Keren El-Azari, qui est une hackeuse israélienne, qui dit que le hacker, au final, c'est le système immunitaire de l'Internet. Donc, notre rôle, c'est d'anticiper et d'injecter dans tous ces réseaux numériques qui ont l'air automatiques et artificiels de l'intelligence réelle pour que l'on puisse anticiper des crises. Et là, on a besoin vraiment de tout le monde, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des personnes expérimentées, des associations qui ont leur rôle aussi à jouer, pas que des entreprises, sur ces sujets-là. Oui, et encore une fois, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que ce que tu pointes, c'est quand même le fait qu'il ne s'agit pas ici d'un monde de machines qui remplace l'intelligence humaine. D'ailleurs, l'avenir de l'intelligence artificielle, ce n'est pas ça, c'est vraiment une forme plutôt hybride. Hein. C'est une collaboration entre le sens critique de l'être humain, entre l'intelligence générale de l'être humain que la machine ne possède pas, et les capacités de traitement massif de données de la machine. Les algorithmes, ils sont capables aujourd'hui de voir de l'information dans de l'information, hein, de détecter des motifs dans de très très vastes volumes d'informations, mais en aucun cas cette intelligence-là ne vient se supplanter à la nôtre. C'est vraiment juste une autre forme d'intelligence, c'est une extension de notre intelligence à travers une machine qui nous aide à prendre de meilleures décisions. Donc tu as tout à fait raison. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Est-ce que vous voulez interagir avec nos intervenants? Oui? On vous amène un micro. Bonjour, je m'appelle Olivier.
Alors j'avais une question sur l'open data. D'abord, j'aurais voulu avoir une petite définition, peut-être qu'on soit tous au même niveau de compréhension. Et j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu avoir un argumentaire qui permettrait de convaincre mes décideurs de passer à l'open data. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que chacun d'entre nous donne une mini définition. L'open data, c'est le fait de mettre à disposition. C'est comme si, imaginez, vous avez un tableau Excel avec 150 000 colonnes qui décrivent en long et en large, je ne sais pas, votre jardin, par exemple, avec 150 000 critères différents. Eh bien, vous mettez ça en ligne. Et ces données-là, elles vont permettre à quelqu'un d'autre de créer un modèle, par exemple, de développer une proposition à partir de ces données-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on met en risque les données privées, parce qu'on peut tout à fait, je ne sais pas si ça se dit en français, anonymer, oui. Anonymiser, oui, voilà, je ne sais plus, parfois c'est après 5 ans aux US, parfois je dis des bêtises. Donc, mais on peut tout à fait mettre en ligne des données même qui concernent par exemple des questions très sensibles comme des données médicales, tout en protégeant bien sûr la personne. Hein, on va juste mettre en ligne des données qui concernent l'âge, la région géographique, le type de maladie, etc. Mais encore une fois, c'est très important que ces données-là soient de plus en plus partagées, parce que je vais vous donner un exemple concret qui va permettre à tout le monde de se rendre compte de ce qui se passe quand on ne partage pas suffisamment les données. Pendant des années, on a utilisé des algorithmes aux États-Unis pour prédire le cancer du sein, et systématiquement, eh bien, on faisait de faux négatifs sur les femmes afro-américaines, parce que les femmes afro-américaines, pendant des années, n'ont pas eu autant accès aux soins que les femmes caucasiennes aux États-Unis, et donc il y avait moins de données sur elles. Et de ce fait, eh bien, on faisait des prédictions qui étaient fausses. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de données, et finalement, pour la première fois, juste depuis 3 mois, on est capable de faire des prédictions grâce au machine learning de 5 ans à l'avance. On peut prédire un cancer du sein 5 ans à l'avance, donc avant qu'il ne se manifeste, de manière égale chez les femmes blanches et chez les femmes afro-américaines, parce qu'il y a eu beaucoup plus de données qui ont été partagées. Donc plus on partage les données, plus on améliore la prédiction. Pour donner aussi un exemple concret et réagir, effectivement, la force de l'open data, c'est ce croisement de données, donc de données un peu diverses qui viennent de différentes sources. Et nous, typiquement, dans le domaine de l'eau, ce qu'on fait avec l'open data, c'est qu'en fait, on utilise les données de consommation d'eau quotidienne, qu'on croise avec des données extérieures de type météorologique, de type période de vacances scolaires, événements particuliers, pour prévoir l'affluence touristique d'un territoire, par exemple, et le taux d'occupation des logements. Donc en fait, la force de l'open data, c'est qu'on n'est plus dans un fonctionnement en silo où chacun a ses petites données dans son coin et essaie de développer un peu ses services et son business avec ça, mais c'est qu'on croise des données, et avec ça, on peut, je veux dire, la force du modèle est assez impressionnante, parce qu'on peut développer de nouveaux usages, en fait, et de nouveaux services pour différents acteurs. Donc c'est une forme d'intelligence collective, finalement. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. L'open data en français, données libres. En gros, c'est le fait pour une puissance publique de mettre à disposition de ses citoyens les données qu'elle produit. Donc, je ne sais pas quels sont vos décideurs, ce sont des élus, si c'est une collectivité. La CPS, c'est... La CPS, c'est la sécurité sociale polynésienne. Okay. D'accord. Et donc, du coup, en fait, légalement, aujourd'hui, les organismes qui sont en responsabilité ou qui ont une délégation de service public ont obligation de publier les données qui servent à accomplir un service public, sous, évidemment, contrainte de ne pas publier de données privées, évidemment identifiables, ou on vous identifie en tant qu'individu. Et si on devait parler d'exemples où on doit aider ces décideurs à prendre les décisions, ce sont des données qui sont liées au budget, ce sont des données de transport. Donc là, vous avez une association qui est en train de cartographier l'accessibilité des lieux. Donc typiquement, vous recevez du public dans des lieux, très bien, est-ce que ces lieux sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite? Ok, mais les personnes à mobilité réduite, ce n'est pas juste les personnes en fauteuil roulant, ce sont des personnes qui sont malvoyantes, malentendantes. Est-ce que les dispositifs ont été mis en place pour accueillir ces personnes-là? Mettre en libre accès toutes ces données, ça permet de créer des applications mobiles, des sites web qui permettent de diffuser à destination du public et des citoyens des services qui, au quotidien, facilitent leur vie.
Sur les transports, vous avez une association qui s'appelle FACE, qui a la communauté OpenStreetMap de Polynésie, qui est le Wikipédia de la cartographie. Donc, ce sont des bénévoles qui ont, compte tenu du fait que l'État ou les collectivités n'ont pas publié de données cartographiques, se sont dit on va le faire nous-mêmes. Vous ne voulez pas publier de données, c'est pas grave. On va se débrouiller sans vous. Ça mettra 1 an, ça mettra 2 ans, ça mettra 3 ans, 5 ans. Mais on créera une carte libre du monde. Donc, j'étais président d'OpenStreetMap en France. Je suis très fier de voir la communauté polynésienne ici, parce qu'ils ont mis les PK, ils ont mis les ponts, ils ont mis les limitations de vitesse. Et donc, grâce à cette communauté-là, on pourrait très bien, je reviens de Thessalonique, tous les taxis à Thessalonique utilisent OpenStreetMap, pas les données de l'État, parce que les données de l'État ne sont pas assez bonnes pour pouvoir assurer un service de qualité en tant que taxi. Donc, si j'avais on pouvait inciter, en fait, on pourrait citer autant d'exemples, on pourrait en parler encore jusqu'à ce soir. Les données cartographiques sont des registres clés. C'est-à-dire que ce sont des données à partir desquelles vous allez construire toutes vos stratégies et vos décisions publiques. Donc ne pas les publier, c'est se mettre à dos la population in fine, parce qu'on prend du retard sur certains sujets, certaines applications qui existent dans des capitales européennes ou dans des capitales américaines. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que les Polynésiens, que les Guadeloupéens ne disposent pas de ces services, mais pour les bâtir, il faut des données, et il faut des données qui sont produites aussi ou coproduites par la puissance publique. Tu as raison, et en plus, il y a un autre aspect. Alors, ça peut être un autre argument pour convaincre les décideurs. C'est quand même la question de la transparence. Dans le RGPD, il y a les articles 13 et 15 qui sont quand même assez clairs quant au fait que il faut plus de transparence sur la manière dont sont traitées les données. Et il y a surtout, je crois que c'est dans l'article 15, il y a le fameux droit à l'explication. Si quelqu'un interagit, moi usager, j'interagis avec un programme qui contient un algorithme qui a pris une décision, j'ai le droit, depuis que le RGPD a été mis en place, j'ai le droit de demander à la société ou à l'organisme de me dire comment la décision a été prise. Alors bon courage si c'est du machine learning, parce que parfois c'est très difficile d'expliquer comment la décision a été prise. Mais ça veut dire qu'il y a potentiellement un risque d'être audité. Et là, s'il y a un risque d'audit, si moi, usager, je dis, bon, alors je ne suis pas d'accord, moi je veux savoir comment la décision a été prise, je vais donc demander quelles étaient les données, comment ces données ont été sourcées, et comment ces données ont-elles été utilisées pour entraîner l'algorithme, et au final, il va falloir expliquer comment la décision a été prise. Donc finalement, si on part du principe que la transparence, elle réduit le risque pour l'organisation ou pour l'entreprise, ben finalement, on va être peut-être plus dans un état d'esprit de partage de ces données dès le départ, et parce qu'on va concevoir avec l'idée de la transparence à l'esprit. Ah oui, ouais. Je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'en travaillant avec les collectivités, on s'est rendu compte que la grosse peur, c'était de publier de la donnée qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, les outils permettent d'avoir une cartographie claire des données personnelles, voire sensibles, et de celles qui peuvent être clairement publiées. Et on travaille avec Open Data France, on fournit des exports qui sont déposés sur data.gouv. Et à partir de là, pour toutes les raisons qui ont été citées, c'est vraiment dommage d'avoir peur de publier de la donnée, parce qu'aujourd'hui, les choses sont vraiment correctement établies pour ne pas avoir peur de le faire, quoi. Mais c'est des ressources qui doivent être perçues comme des investissements, parce que, par exemple, tout à l'heure je parlais de la pêche illégale. Aujourd'hui, pour enrayer le problème de la pêche illégale dans les eaux maritimes, on va combiner des données que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, on va utiliser du Natural Language Processing, qui est une technologie d'intelligence artificielle qui permet, c'est le traitement du langage. Donc, on va scanner ce que les gens disent, et on va utiliser aussi de la reconnaissance visuelle pour voir ce qu'il y a dans les images, et on va combiner ça avec des données en open source qui sont les trajets habituels des bateaux, par exemple dans les ports ou à proximité des territoires. On combine ça et on se rend compte que, tiens, il y a des images qui ont été prises sur un bateau où on voit des milliers de poissons ou des gens qui parlent d'une pêche énorme, et quand on combine ça avec les trajets connus des bateaux, ça ne correspond pas. On envoie les gardes-côtes et on arrête les gens qui sont en train de pêcher illégalement, et donc on récupère sur ce que l'on a investi. Donc il y a vraiment un retour sur investissement qui est énorme. Donner pour recevoir, hein, c'est un peu le principe éthique. On a une question du public.
Yorona, je travaille à la mairie de Fa'a. Alors j'ai 3 questions. La première concernant l'intelligence économique, la seconde aussi, puis la troisième concernant l'IA. Est-ce que l'intelligence économique dans le sens anglo-saxon, c'est-à-dire le renseignement économique, est compatible avec la culture française de l'information, c'est-à-dire le partage d'informations, parce que souvent en France on préfère garder l'information parce que c'est source de pouvoir, alors que l'intelligence économique c'est un peu le contraire, et il faut partager l'information. Donc est-ce que c'est compatible avec cette culture, je ne sais pas si on dit française ou européenne, de l'information? En 2007, la France a mis en place les pôles de compétitivité pour permettre à certaines régions à faire en sorte que les entreprises et les collectivités travaillent ensemble dans certaines régions pour que les régions se développent. Je ne sais pas où ça en est, peut-être que vous avez des résultats sur les pôles de compétitivité. Et enfin, pour terminer sur l'intelligence économique, sur l'intelligence artificielle, est-ce que demain, on ne va pas être comme dans Minority Report, ou comme en Chine actuellement, où c'est le gouvernement qui décide qui prend le train, qui prend l'avion et qui va au cinéma parce qu'on a jeté nos déchets sur la route publique, ou on n'a pas respecté le stop ou le feu rouge? Voilà les 3 questions. Je vais répondre juste en 2 mots à la question sur l'IA et après je vais laisser mes collègues sur les autres questions. L'une de mes principales activités en IA, c'est l'éthique de l'IA. Et l'éthique de l'IA, bien sûr, ça prend en considération le respect du droit humain dans les projets en IA. Et quand je travaille avec mes clients sur l'éthique de l'IA, on prend en considération énormément d'aspects. Et l'un des aspects les plus importants, c'est quel est l'impact sur les populations. Et évidemment, ce qui immédiatement, de toute façon, limite le risque, parce que parfois il y a un impact négatif qui n'est pas voulu. La plupart du temps, c'est un impact qui n'est pas du tout voulu. Ce qui limite ce risque, c'est quand même le fait que, en tout cas, les clients avec lesquels je travaille, c'est dans des États de droit, dans des États démocratiques, où les êtres humains sont protégés par les privacy rights aux États-Unis, le droit à la vie privée en France, par le respect des droits de la personne, et notamment par le fait de ne pas être harcelé par une administration qui va vous empêcher de prendre le train parce qu'effectivement votre score a été diminué. Maintenant, on a tous aux États-Unis, on a un credit score. On ne peut pas louer un appartement, par exemple, si un jour on a payé des factures en retard, mais ça peut nous suivre des années. On peut ne pas avoir la possibilité de louer un appartement. Donc ça existe aux États-Unis. Ça passe pas par une notation à travers des algorithmes, mais je veux dire, il y a des systèmes de toute façon d'évaluation du citoyen qui existent un petit peu partout dans les pays, quand même à des niveaux différents, parce que heureusement les États-Unis c'est pas la Chine, la France c'est pas la Chine, donc les gens ont un respect ont droit au respect de la vie privée, donc ça limite quand même heureusement ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et je ne crois pas que l'intelligence artificielle va ressembler à Minority Report. Je pense que c'est très bien que la science-fiction pose tous ces problèmes-là, parce que ça permet justement aux spécialistes d'en parler, et ça permet surtout de rester éveillé par rapport à ces questions-là. Mais je ne pense pas que ça se produira personnellement. Sinon, j'aurais changé de métier. Moi, je veux bien compléter si... Oui. Et peut-être sur les clusters ou les collaborations inter-réseaux ici, enfin entreprises, collectivités. Non, je voulais compléter peut-être par rapport à ta remarque. Donc tu disais aussi il y a la culture un peu française par rapport à la donnée, et c'est vrai qu'elle est très différente par rapport à celle des États-Unis par exemple. Aux États-Unis, on avait cette mentalité de dire à partir du moment où tu as accepté les conditions d'utilisation, tes données, elles m'appartiennent et je peux les exploiter. Mais on voit que l'évolution de ces dernières années, là, avec le RGPD dont tu parlais, on voit que les États-Unis sont en train de changer d'approche. On voit la Californie, mettons par exemple, qui est en train de s'inspirer du RGPD pour changer la philosophie autour de la donnée, et que les gens se réapproprient, soient propriétaires de leurs données personnelles.
Donc cette logique-là où on pouvait récupérer de la donnée et en faire ce que l'on voulait à partir du moment où on avait fait accepter des conditions d'utilisation, c'est en train de changer, même aux États-Unis. Par contre, en Chine, effectivement, il y a les permis à points avec de la reconnaissance faciale. Et c'est quand même juste super effrayant quoi, de se dire tu jettes un papier et tu auras la place au fond du bus parce que tu as perdu 5 points. Quoi. Mais c'est un autre. C'est un état d'esprit, c'est presque un sujet politique. Mais on voit quand même que les pays occidentaux, il y a une convergence. Il y a une convergence pour protéger le citoyen et protéger la donnée. Quoi. Mais la donnée est un sujet politique. Tu as cité l'exemple des États-Unis, mais ils font en sorte que leurs lois permettent au sol américain, tout ce qui rentre sur le sol américain. Aujourd'hui, avec mon ordinateur, je passe la douane américaine. Ils ont le droit d'aspirer le contenu de mon disque dur. Et je dis que c'est politique parce que ces données-là vont servir, on en vient à l'intelligence économique, au renseignement économique, à pouvoir nourrir l'espionnage industriel, c'est-à-dire les services d'État mis au service du développement des entreprises privées américaines. Alors, je vais répondre sur 2 sujets, les pôles de compétitivité et ce que tu viens de dire, et compléter ton propos. Les choses ont évolué parce qu'il y a eu des scandales. Il ne faut pas oublier que les Américains ne se sont pas dit tiens, on va revenir en arrière sur les histoires de données. Pourquoi ? Parce que Cambridge Analytica, influence massive sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, convoqué devant le Sénat pour expliquer de qui de droit l'élection américaine a été influencée par des puissances extérieures, avec un président actuel qui est en très mauvaise posture. Politiquement, on s'entend sur ces questions d'intelligence, du renseignement. Donc on se rend compte que les citoyens ne sont pas dupes et qu'à travers leurs représentants politiques, ils mettent la pression pour que nos vies privées soient respectées. Et pour la Chine, on voit ce qui se passe aussi. C'est que les meilleures réactions et le hacking aujourd'hui de la vidéosurveillance, les meilleurs aujourd'hui, ce sont eux. Donc on se rend compte que l'être humain, au final, il sait se rebeller contre ces machines. Et quand un État totalitaire aujourd'hui veut faire du score, etc., aujourd'hui, en l'occurrence là, c'est Hong Kong, peut-être, mais on se rend compte que l'être humain est en train de s'adapter avec des parapluies, avec des masques, avec des pointeurs laser, avec de la violence aussi, pour contrer ces systèmes-là. Et ça donne socialement et politiquement des réactions très violentes. Pour aller sur d'autres débats, les gilets jaunes, etc., ça donne des choses quand même très violentes sur lesquelles aujourd'hui les politiques sont en train de se rendre compte que la vision européenne est un peu française, d'où on se réapproprie ces données, on fait attention au monopole aussi sur ces données. Le débat d'Alicem en cours en ce moment sur la reconnaissance faciale en France, Alicem, c'est exactement ce qu'on est en train de se dire là. Il y a une levée de bouclier de la société civile pour dire non, je ne veux pas que l'on ait un système qui reconnaissent automatiquement mon visage et à partir duquel on va décider si j'ai accès ou pas à certains services. Et pour les pôles de compétitivité, gros recul en arrière, c'est l'État, c'est les collectivités, donc les régions qui reprennent en fait politiquement et budgétairement en fait ces pôles-là. Alors pour avoir été sur la région Île-de-France, on a quelques-uns, Pôle Astec, Pôle Mouveo sur l'industrie automobile, sur l'industrie aéronautique. C'est vrai que les régions ont une compétence de développement économique sur le territoire hexagonal en tout cas. Et ce sont elles qui récupèrent cette compétence pratiquement totalement aujourd'hui. Il y a eu des succès et des échecs. Tout dépend des régions. Et là où je suis vigilant en Outre-mer sur ces questions-là, je reviens à ma question on est vulnérable, donc on mérite le meilleur. La grosse différence qu'il y a avec l'Outre-mer et l'Hexagone, c'est que quand vous êtes médiocre sur une île, vous restez médiocre sur votre île, sur votre territoire. Vous ne pouvez pas profiter des synergies des départements et des régions limitrophes qui ont de l'innovation, qui créent de la richesse et sur lesquelles vos citoyens, vos entreprises vont pouvoir se raccrocher. Donc il est important aussi que nos décideurs politiques ultramarins soient éclairés par des associations, par la société civile, parce qu'en récupérant ce portefeuille des pôles de compétitivité au niveau des régions, ils vont avoir, s'ils ne sont pas visionnaires, la responsabilité de la médiocrité qu'il y a sur nos îles. Et on ne peut pas se raccrocher aujourd'hui en tant que territoire ultramarin, on est très loin de Paris, à l'île d'à côté. C'est très compliqué. Donc c'est aussi à nous, société civile, et vous êtes présents tous, de divers et variés, services publics, associations, entreprises, start-up. Et pour revenir sur l'open data tout à l'heure, l'open data fait partie d'un des 4 piliers de l'open innovation, donc l'innovation ouverte.
Donc si on veut demain voir naître à Tahiti le futur Google, le futur Facebook, le futur moyen de paiement dématérialisé, etc., on ne pourra pas faire ces innovations si on ne lâche pas du lest sur les données ouvertes, sur les logiciels libres, sur les standards libres et sur le matériel libre. Ce sont les 4 piliers de l'innovation ouverte. Si on n'active pas ces 4 piliers-là, c'est très compliqué de sortir des griffes de sociétés aujourd'hui qui ont du monopole et sur lesquelles les pôles de compétitivité ont essayé de compenser les lacunes de l'État ou les lacunes en termes d'innovation, de financement. Ils essayent, hein. Il y a des succès, il y a des échecs. Mais c'est important que dans la stratégie de conviction de nos élus, de nos décideurs administratifs, financiers et politiques, que cette notion d'ouverture, elle ne se contente pas uniquement qu'aux données, mais à d'autres secteurs de l'activité. Parce que c'est à partir de ça que sont nés, on dirait le mythe de la start-up qui est né dans un garage aux États-Unis. Toutes ces start-up ont pu naître parce qu'elles avaient un socle commun sur lequel s'asseoir. Google Maps est aujourd'hui le service le plus utilisé et le plus téléchargé au monde parce qu'au départ, les données cartographiques étaient libres et gratuites. Donc si demain on veut voir naître des services routiers intelligents, malins, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie ou en Guadeloupe, il faut qu'on ait ce socle commun. Et d'où ma présence un peu ici aussi, c'est partager les bonnes expériences qu'on a eues en Guadeloupe, mais aussi faire l'inverse, voir ce que vous avez su faire et su fructifier en Polynésie pour amener chez moi, évidemment dans l'Hexagone aussi. On a les JO 2024 qui arrivent, et croyez-moi, je fais du chantage au gouvernement là-dessus en ce moment, ça ne se fera pas sans nous. Quel est le lien entre la Polynésie et les Jeux Olympiques? Il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de système d'alerte en France. Donc le peu de système d'alerte que vous avez ici, avec des sirènes et une chaîne de commandement de l'alerte, toutes ces bonnes initiatives qui naissent en Outre-mer parce que nous avons des risques et une population qui doit être informée très rapidement d'un risque, serviront pour les Jeux Olympiques de 2024. Et donc on a la responsabilité aujourd'hui au sein de l'association d'alerte multicanal, d'être capable de mettre en œuvre sur tous les réseaux radio possibles et imaginables d'ici 2024 des systèmes d'alerte des populations. Et on a notre rôle à jouer, parce que si ce n'est pas déployé chez nous, on prendra du retard sur les JO. On est bientôt en retard. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Alors, je voudrais demander à nos intervenants, est-ce que vous avez une recommandation de lecture, de ressources documentaires, de choses qui pourraient continuer à nourrir le débat pour notre public? Que ce soit des livres, des podcasts, voilà. Est-ce que vous avez une recommandation à faire pour continuer à s'informer sur ce sujet? Alors moi je suis assez concret, j'aime avoir de l'information directe, donc je m'inspire beaucoup de tout ce qui va être podcast ou think tank ou des vidéos autour des différents sujets, par exemple IBM Think Academy, des choses comme ça, Faber Novel, etc., qui mettent en ligne plein de vidéos sur des sujets divers où en 4-5 minutes on comprend le sujet, et si on a envie d'aller plus loin, après on peut explorer derrière. Voilà. Donc je dirais, voilà, pour moi ce serait ces supports-là. J'ai encore oublié que tu allais poser cette question. C'est la 3e fois en fait. À chaque fois, je me dis, il faut que j'ai ma liste prévue. C'est pas grave, je vais rebondir grâce à toi. D'ailleurs, tu viens de prononcer le mot podcast. Ce que j'ai conseillé hier, ce sont les podcasts de France Culture sur l'intelligence artificielle. Alors, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle Les Chemins de la Science ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont des podcasts, enfin tous leurs podcasts sur l'IA sont formidables. Je les ai tous écoutés, surtout en étant aux États-Unis. Parfois, j'ai besoin de me souvenir quand même que je parle français, et donc je m'entraîne en écoutant ces podcasts. Ils sont formidables, donc je les conseille. Et si vous avez la possibilité, si vous avez accès à Netflix, mais si ça se trouve maintenant, ce documentaire qui est exceptionnel et probablement d'ailleurs disponible sur d'autres plateformes. J'ai oublié le nom de ce documentaire qui est fantastique, mais je suis sûre que si vous tapez les mots-clés sur Internet, vous allez le trouver. C'est un documentaire qui a montré comment, en 2016, le champion mondial du jeu chinois, le jeu de Go, qui est considéré comme un jeu qui a plus de combinaisons stratégiques que d'étoiles visibles dans l'univers, comment ce joueur, Lee Sedol, a été battu par l'algorithme de deep learning de la société DeepMind, qui a été racheté ensuite par Google.
Et donc, voilà, ça a été vraiment le moment d'émergence du deep learning dans l'histoire de l'IA. Et ce documentaire, il est passionnant, on dirait un thriller, quoi. Donc, je vous conseille vraiment de le regarder parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre comment fonctionne l'IA et peut-être même de jouer au jeu de Go. Moi, je vous invite à consulter le site internet suezsmartsolutions.com. Vous verrez comment on place le digital pour protéger les ressources. Et je vous invite aussi à venir visiter le stand de la Polynésienne des eaux. On a des exemples très concrets de tout ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité énergétique, enfin tout un tas de domaines très passionnants. Un ouvrage que j'ai découvert au mois d'août de Jean-Gabriel Cos qui s'appelle L'algorithme du cœur, qui parle vraiment de l'intelligence des émotions. On est des territoires très vivants avec des langues vivantes, une culture, de la danse. Tout ça c'est important. Je dis souvent à mes étudiants ultramarins, de l'autre côté de l'océan, être ultramarin c'est une chance. Parce qu'on fait partie de diversité, on a une autre manière de voir et l'algorithme du cœur de Jean-Emmanuel Cos, c'est un peu ça. C'est comment la Terre a échappé à une 3e guerre mondiale grâce à des hackers qui combattent au final, qui mettent en place un système de défense humain. Pour ceux qui s'intéressent au système d'alerte, Emergency Alert and Warning Systems, Current Knowledge and Future Research Directions, qui est un ouvrage de l'Académie des sciences américaines, qui retrace depuis 70 ans tous les systèmes d'alerte radio qui ont été déployés aux États-Unis. Et qui ouvre la voie à d'autres moyens de prévenir les populations face aux catastrophes naturelles. Et un podcast, 2050, le futur, de Rebecca Armstrong, qui interroge plein de professionnels, plein d'artistes sur leur vision de 2050, et pas qu'une vision technologique, mais de l'émotion, de la culture, des savoirs, de l'évolution de nos sociétés. On a toute notre place sur cette planète. On est des sentinelles du réchauffement climatique, on nous le répète à longueur de journée. Qu'on a aussi, à travers cette culture et nos traditions, des choses à apporter dans la résilience des territoires. Alors, moi, je vous conseillerais un livre que j'ai adoré, qui explique dans des mots simples le fonctionnement d'Internet. On parle souvent d'Internet comme si c'était un nuage, un truc un peu magique. Et finalement, derrière, c'est des câbles, c'est des organisations qui font fonctionner Internet. Et il y a une gouvernance aussi d'Internet. Et là, il y a des gros enjeux aussi en intelligence économique qui a le pouvoir sur Internet quelque part. Ça s'appelle Cyberstructure et c'est Stéphane Bortsmeyer qui a fait ce livre, qui est très très bien fait. Ben, merci beaucoup. Oui. Sinon, petit quart d'heure pub, parce que oui. Le Clusir, voilà, le site du Clusir aussi. Hein. Le site du Clusir. Le site Clusir Tahiti, donc voilà, ça vous montrera un peu les événements que l'on fait dans l'année. On en fait 7-8 dans l'année avec des petites conférences. Il y a des choses grand public. Voilà ce que j'allais dire, apporter du grand public. Voilà, ouais. On fait 2 types d'événements, plus grand public, qui souvent la CCISM, et des choses un peu plus techniques où là c'est les membres Clusir. Et Valérie, tu voulais ajouter ? Bon, puisque tout le monde fait sa pub, si vous lisez le français, bien sûr vous lisez le français, vous allez sur valériemonia.net, mais manque de chance, vous allez juste lire des choses vraiment très ennuyeuses comme ma bio et ce que j'ai fait et tout ça. Il n'y a pas du tout de publication récente sur l'IA en français sur ce site-là, donc en fait n'y allez pas, c'était une contre-publicité. Allez sur intelligentstory.com, c'est le site de ma société de conseil, mais là il y a des choses plus amusantes en fait, mais elles sont en anglais. Et j'ai un blog et je publie des articles justement de vulgarisation de ce qu'est l'IA et d'où vient l'IA et pourquoi l'IA c'est une très vieille technologie qui a en fait plus de 2000 ans. Donc vous y apprendrez plein de choses et ça rendra vraiment les choses beaucoup plus accessibles et très concrètes aussi avec beaucoup de cas d'usage. Mais tout est en anglais. Donc voilà. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur digitech.fr, mais on a surtout des partenaires ici qui sont OSB et ODI qui utilisent nos outils et peuvent bien sûr nous mettre en contact si nécessaire. Et on travaille aussi pas mal en Nouvelle-Calédonie en ce moment avec le gouvernement de la mutualisation de moyens à déployer sur l'ensemble du territoire, etc. Donc n'hésitez pas
à contacter nos partenaires locaux ou directement via le site internet. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous pour votre participation également. Pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement au sujet développé par Gaël, je vous invite à regarder la keynote qu'il a donnée juste avant sur notre Facebook ou notre chaîne YouTube du Digital Festival, hein, donc liée à la préparation des risques de catastrophes naturelles. Sinon, moi, je vous retrouve demain pour le Smart Meeting dédié à l'inclusion numérique à 9h. Voilà. Merci beaucoup.